Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous accueillir en fait à cette deuxième table ronde qui a pour thème en fait le rôle du chercheur entrepreneur fondateur. Avec moi pour animer cette table ronde en fait Corentin Penven du CNRS Innovation. Et également en fait autour de la table en fait nous avons plusieurs participants que nous allons vous présenter tout à l'heure. Euh, ce que je retiens en fait des tables rondes précédentes, c'est qu'effectivement, on a mis en évidence l'importance de l'écosystème en fait en appui en fait du dispositif de la deep tech, et également en fait pour reprendre les propos de Stéphanie de Paris Biotech Santé tout à l'heure, l'importance en fait pour le chercheur de trouver sa place dans la création d'entreprises innovantes. Donc autour de nous, avec nous, nous accueillons en fait donc Amanda Silva-Brun, chercheuse CNRS au laboratoire MSC, également en distanciel, en visio, Martin Hendel, enseignant-chercheur au laboratoire LEAD, et également en fait deux start-upers en fait qui sont en fait Paul Fleury et Jérémy Laurent, et ainsi qu'en fait François Desportes de Deep Tech Founders qui nous présentera en fait le programme Deep Tech Founders. Avant de commencer en fait le jeu des questions-réponses, peut-être vous laisser la parole en fait pour faire un petit tour de table, pour vous laisser l'occasion effectivement de présenter pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi le programme Deep Tech, ce que vous avez créé en fait et quel est votre rôle en fait dans ces différentes startups Deep Tech. Voilà. Ok, donc je vais bien commencer. Donc moi, c'est Paul Fleury. Je suis le dirigeant de la société Extralab, une société qui a été créée il y a maintenant 1 an. En 2 mots, Extralab, c'est une société qui travaille dans l'analyse de l'eau et l'environnement. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on déploie des solutions de laboratoire pour avoir l'intégralité de l'analyse de la qualité des eaux en temps réel. Donc c'est les eaux naturelles, ça peut être des rivières, des aquifères ou autres, ou dans le secteur industriel. Donc c'est une société qui vient de l'IPGP, donc qui fait maintenant partie de l'Université de Paris. Et donc on est 4 cofondateurs et je suis donc le dirigeant. Aujourd'hui, nous sommes 3, demain 4 dans la société en tout, et basé à Station F. Voilà. Bien, merci Paul. Amanda. Bonjour, merci pour cette invitation. Donc, je suis Amanda Silva-Brun, je suis chercheuse au CNRS et à l'Université de Paris. Et je suis pharmacienne de formation et cofondatrice de 2 startups. Donc, la première startup, c'est Eversome, qui a été présentée là tout à l'heure par Jeanne Volatron, mais pour ceux qui sont arrivés après. Donc, Eversome a été créé en 2019. Aujourd'hui, ils sont 8 personnes. Ils ont fait la première levée de fonds, ils ont un chiffre d'affaires. Et donc, c'est une belle aventure qui s'accélère. Donc, je suis aussi cofondatrice de la boîte Evora. Donc, Evora Biosciences a été créée cette année par Adrien Lanvin. Et cette boîte aussi, elle valorise les travaux de recherche de notre équipe. Donc, notre équipe, c'est Florence Gazot, Clavier Lem. Et aussi, nous travaillons en étroite collaboration avec un gastroentérologue, Gabriel Ramy, de la PHP. Voilà. Très bien, merci Amanda. Peut-être laisser la parole à Martin Hendel, qui lui a un parcours un peu plus nouveau en fait sur la création d'entreprise. Donc bonjour, donc Martin Hendel. Je suis effectivement enseignant-chercheur rattaché au LEAD pour mes activités de recherche. Et donc aujourd'hui, je porte le projet de start-up qui s'appelle Urban Cooling Solutions, et donc qui vise justement à valoriser les travaux de recherche développés au sein de l'équipe au LEAD sur le rafraîchissement urbain et l'adaptation au changement climatique des villes. Très bien, merci. Jérémy. Oui. Bonjour, Jérémy Laurent. Donc, je suis le fondateur et le dirigeant de Astravus, une start-up qui travaille aussi dans le domaine des biotechnologies. On développe des instruments pour la production des thérapies cellulaires et géniques dont on vous a parlé dans d'autres présentations. Moi, la spécificité de mon parcours est d'avoir eu le souhait de créer une entreprise dans ce domaine, en fait même préalablement à la thèse. Donc, je suis ingénieur de formation et je suis allé voir mes futurs encadrants avec ce projet donc qui a vraiment avancé avec la thèse, avec la chance d'avoir atterri dans un laboratoire qui avait un peu une culture d'application et de création d'entreprise déjà, qui a beaucoup facilité les choses. Donc ce projet a bénéficié d'énormément de soutien. Je ne pourrais pas faire la liste dans le temps de la présentation. Et aujourd'hui, on a une équipe d'une dizaine de personnes. On n'a pas encore reçu d'investissement privé, mais on a la chance d'avoir été énormément soutenu, avoir reçu au total près de 2,5 millions de
de financement. Et donc, on avance maintenant vers le bêta-testing avec le centre Méhari de production des thérapies cellulaires et géniques de l'AP-HP sur le site de l'hôpital Saint-Louis. Et juste en complément, en fait, la société est créée depuis combien de temps? Depuis 2016. François? Et moi, je vais finir donc le tour de cette table ronde. Je représente Deep Tech Founder, qui est un programme de formation, accélération, dédié aux scientifiques de la Deep Tech. Depuis 2 ans, on a à peu près accompagné 200 chercheurs, une centaine de projets, plus de 10 projets d'ailleurs des universités de Paris, Eversome, Martin Hendel et d'autres. Ce programme se déroule sur 4 mois avec des sessions collectives et individuelles où on travaille les tenants et aboutissants des spécificités de chacun des projets, et cela repose sur l'expérience partagée de CEO, de fondateurs, de scientifiques, de start-up deep tech à des stades de maturité divers, de 2 ans à 10 ans post-création. Corentin Penven, du coup, bonjour. Je suis Startup Manager chez CNRS Innovation. Donc, j'accompagne les chercheurs qui souhaitent valoriser leurs innovations par le biais d'une création de start-up au travers du programme RISE qui a été évoqué tout à l'heure, qui est le programme d'accompagnement à la création de start-up du CNRS. Très bien. Bon, je t'en prie, commence avec les... Très bien. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de notre thématique du jour, chercheur, entrepreneur, fondateur, quel est mon rôle? Je vais me tourner d'abord vers François. L'une des premières questions que va ou peut-être que doit se poser un chercheur qui souhaite valoriser une de ces technologies par le biais d'une création de start-up est celle du rôle qu'il devra jouer dans la future société. Alors, 2 questions sur ce point-là. Est-ce qu'un chercheur qui souhaite valoriser une de ces innovations par le biais de la création d'une start-up doit forcément en être le futur CEO? Et question sous-jacente, est-ce qu'un bon chercheur fait forcément un bon CEO? Les questions sont compliquées, mais elles sont essentielles parce que d'expérience, ce sont des questions qui se posent systématiquement. Moi, je serais tenté, en essayant d'éviter la redite par rapport aux ateliers précédents, où beaucoup de choses ont été dites, je serais tenté de dire 3 choses. La première, c'est que... n'ayez pas peur si vous voulez vous lancer, n'ayez pas peur parce que derrière cette question, que dois-je faire? Est-ce que je dois être le CEO, le président? Quelle est ma place finalement dans la future entreprise? Il y a aussi une forme d'angoisse de laisser partir ses travaux, sa science, de ne plus maîtriser les développements ultérieurs. Et dans la création d'une start-up deep tech, la science est au cœur. Et toutes les personnes qui vont rejoindre le projet, que ce soit des personnes, des investisseurs, ils vont d'abord vous faire confiance à vous, le scientifique, faire confiance en votre capacité à développer votre technologie. Et donc la question, je dirais, de la place, de la fonction au sein de la start-up, elle est presque secondaire parce que, de toutes les façons, pendant les premières années, vous allez être au cœur des développements. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que grâce aux diverses réformes qui, depuis 15 ans, se sont déroulées dans l'écosystème, enfin, en termes de législation en France, c'est que tout vous est ouvert. Vous pouvez être le président, vous pouvez apporter votre concours scientifique, comme on dit, vous pouvez être uniquement un prestataire, vous pouvez être au capital, vous pouvez ne pas l'être, etc. La hauteur du capital est aussi un choix qui vous est complètement ouvert. Et donc, la décision est libre. Donc, il y a un espace de liberté qui se crée à ce moment-là, au moment de la création. Et ça m'amène au 3e point, c'est qu'il faut être pragmatique. En fait, la start-up, c'est aussi l'arrivée ou la prévalence du pragmatisme. Et la décision va être à la fois la conséquence de volonté interpersonnelle, comment vous le sentez, une fois que vous savez un petit peu ce qui vous attend dans les 2 années qui vont venir ou dans les 3 années qui vont venir, quel est le rôle d'un CEO, qu'est-ce que vous avez envie de faire par rapport à ce rôle, la décision va venir peut-être naturellement.
beaucoup de scientifiques que nous avons accompagnés avaient envie au départ d'être CEO et puis se sont dit mais en fait c'est pas ça qui m'intéresse, d'arrêter de faire de la science, de parler argent toute la journée pour lever des fonds. Moi je veux être dans le développement, je veux être dans le développement scientifique et technique, croiser les contraintes scientifiques avec les contraintes marché, c'est ça qui m'intéresse et c'est plutôt un rôle de directeur technique ou de CTO. Et il y a, je dirais, la création d'une start-up, c'est arriver à faire aboutir son projet à un stade de développement additionnel, mais c'est aussi prendre du plaisir. Et donc, je dirais que la fonction, elle est la conséquence plutôt de votre volonté, plutôt que qu'une position de principe. Donc, c'est vraiment par le pragmatisme. Pragmatisme d'abord humainement de ce que vous voulez faire et pragmatisme aussi de l'équipe que vous constituez, parce que la start-up, c'est aussi une aventure qui n'est pas une aventure, qui est une aventure collective. Et donc, CEO, pas CEO, directeur technique, directeur scientifique, ça va dépendre des personnes qui vous accompagneront dans la création d'une start-up. Et pragmatisme, enfin, je dirais, puisque Corentin, que j'ai oublié dans la présentation au départ, tu m'as dit que j'avais 1 minute de plus pour pouvoir finir. Pragmatisme, enfin, parce que ces choses-là évoluent. C'est-à-dire que ce que vous fixez au T0 lors de la création, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça peut changer. Et ça change régulièrement. L'expérience prouve que, et particulièrement d'ailleurs dans la santé, on est CEO pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, et puis quand on atteint un stade de développement ultérieur, eh ben, il y a un nouveau CEO qui va être plus à même de remplir les fonctions pour développer la boîte dans les meilleures conditions, qui va prendre le relais. Et donc, la réponse à ta question ou à tes questions, Corentin, elle est compliquée, mais par là, il y a peut-être des éléments qui permettent d'aider à la prise de décision. Très bien. Merci François. Merci François. Ce que je retiens en fait dans vos propos, c'est en fait pour moi il y aura éventuellement 2 mots-clés. L'envie et l'équipe, surtout dans une phase en fait, d'émergence en fait, d'un projet de start-up ou de réflexion sur une envie de créer une start-up. Alors, une première question peut-être en fait, à Amanda et à Martin en fait, qui nous écoutent. Vous étiez en fait, enfin, vous êtes en fait en activité dans des laboratoires, etc. Comment est venue comme ça du jour au lendemain en fait, cette envie de créer une entreprise? Quelles ont été les difficultés ou les succès auxquels vous avez fait face et comment vous y avez en fait, remédié en fait? Amanda, je te laisse l'honneur. Voilà, donc dans notre cas, on est parti d'une technologie que nous avons développée. C'est une technologie de production de vésicules extracellulaires. Ce sont des outils pour la thérapie, médecine générative. Donc notre techno, elle permettait de produire par exemple 10 fois plus vite que les méthodes classiques, ces vésicules extracellulaires. Donc on avait cette techno. On avait la protection intellectuelle. Et là, en ce moment-là, il y a Jeanne qui est apparue. Elle était très moteur pour valoriser tout ça. Sachant que pour rappel, en fait, Jeanne Volatron était en fait thésarde en fait dans le laboratoire. Exactement. Jeanne Volatron, elle était doctorante, mais sur un autre sujet, sur une autre thématique. Elle était très moteur et ça arrivait, c'était le bon timing. Donc, c'était tout naturellement qui elle est devenue la CEO de l'entreprise. Par contre, dans la deep tech, c'est vrai que le transfert du laboratoire à une entreprise, c'est pas si évident que ça, de pouvoir transposer la technologie. C'est des choses qui sont complexes. Donc, c'est là où il y a une vraie place pour les chercheurs-inventeurs d'accompagnement, de conseils scientifiques. Et en tout cas, dans mon cas précis, je suis très contente d'avoir ce rôle-là parce que je trouve que c'est un rôle qui a du sens. Et juste pour compléter la question, parce qu'il y a Evora aussi, donc il y a eu un grand débat pour savoir comment Eversome allait se positionner, parce que ça pourrait être un volet biothérapie, bioproduction, ou bien un volet plutôt thérapeutique. Donc Eversome s'est positionné bioproduction, et donc il y avait place pour une boîte thérapie. Donc c'est comme ça qu'est né Evora. Donc d'abord on a commencé avec un CEO qui n'était pas là à temps plein, et maintenant nous avons quelqu'un qui est à temps plein et ça se passe très bien. D'accord, merci Amanda. Martin, en fait, ta création en fait, ou l'émergence en fait, du projet de création, comment ça s'est passé?
Oui, donc c'est émergence, effectivement le bon terme, puisque pour l'instant la structure n'est pas créée. Donc, je vais peut-être un petit peu parler des activités au lead qui ont donné lieu donc à cette technologie. Donc, nous on travaille, je disais, sur le rafraîchissement urbain et l'adaptation au changement climatique. Et dans ce cadre-là, avec des sites expérimentaux de terrain situés dans les rues de Paris, avec des stations météo, etc., et toutes les questions qui vont autour de l'aménagement de projets ou la rénovation de sites pour justement mieux adapter les espaces aux canicules et aux îlots de chaleur urbains. On a été amené à développer des méthodes et des outils qui ont très vite ou très facilement eu ou pu avoir et susciter un intérêt opérationnel. Donc on a été on est associé à un projet de recherche qui est piloté par la mairie de Paris, qui s'appelle Cours Oasis, donc qui porte sur la transformation des cours d'école en îlots de fraîcheur. Et en fait, ce programme a beaucoup de visibilité en France et à l'international. Et très vite, on a été sollicité au labo sur ces questions de « Ah, mais quels sont les outils que vous développez, que vous avez développés, que vous mobilisez pour ces transformations ?» Nous, ça peut nous intéresser, autres collectivités, ou sinon le monde du BTP, etc. Toute la chaîne, plusieurs acteurs en tout cas de la chaîne de valeur de l'aménagement urbain en quelque sorte. Et du coup, très vite s'est posé la question de dire, OK, on a développé des choses qu'on souhaitait pouvoir transférer, mais on a eu le temps aussi de se rendre compte que c'était compliqué, qu'on avait développé un vrai savoir-faire avec ces outils-là, qui restait en partie en tout cas très technique ou scientifique. Et du coup, s'est posé la question de savoir, OK, comment est-ce qu'on opère ce transfert de technologie, de savoir, pour aider les collectivités et les aménageurs à mieux concevoir, à mieux rénover les espaces urbains extérieurs pour l'adaptation aux canicules. Donc ça s'est fait graduellement. L'idée a démarré en 2018, je pense, ou 2019. Été 2019. Et du coup, de fil en aiguille, on a participé à des concours. On a commencé avec un concours européen qui s'appelle Climate Launchpad. Et de fil en aiguille, on a intégré un incubateur sur le campus Descartes. On a postulé et intégré le programme CNRS Rise Innovation. On a suivi Deep Tech Founders pendant le confinement. Et du coup, de fil en aiguille, ça s'est concrétisé. Alors, ce que disait François était intéressant parce que justement, on y a été un peu à notre rythme, c'est-à-dire la transition s'est faite graduellement et elle n'est pas finie, puisque moi, aujourd'hui, je suis encore enseignant-chercheur à temps plein donc à Essier Paris. On a différentes pistes possibles pour, une fois arrivé à la création, sur qui fait quoi dans l'équipe, mais ce n'est pas nécessairement moi qui sera porteur en tant que CEO, mais aujourd'hui, je porte principalement le développement du projet. Merci Martin. Donc, ce qui nous permettra en fait d'ouvrir éventuellement une question sur les recommandations en fait de la table ronde vers toi en fait par rapport à ton projet de création peut-être tout à l'heure. Je reprends juste en fait donc la destination de Paul et Jérémy. Vous avez des parcours vraiment différents pour le coup puisque vous êtes passé du stade de chercheur à celui d'entrepreneur en sortant de thèse. Donc, effectivement, Jérémy, tout à l'heure, tu as évoqué toi, l'envie qui était naissante en fait, dès en fait, ton école d'ingénieur. Globalement, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu en fait, du parcours que vous avez subi, vécu, en fait, pour arriver jusqu'au métier d'entrepreneur ? Oui, bien sûr. C'est une aventure... je pense que les points précédents qui ont été faits sont très vrais, c'est-à-dire on a un écosystème qui apporte énormément de choses. Il y a même des choses qui en fait sont à l'arrière-plan de cet écosystème et qu'on prend pour acquis et qui, je l'espère, resteront des acquis, mais qui jouent un rôle important parce qu'un des points clés quand même pour lancer un projet d'entreprise, c'est l'argent. On ne peut pas faire sans. Et quand on veut passer, en particulier de étudiant en thésard, mais en général, je pense, de créer une entreprise, on commence déjà en France, on a l'avantage de ne pas forcément avoir un fardeau de dette élevé et au contraire de pouvoir faire un prêt d'honneur. Nous, on a eu le prêt d'honneur Wilco très tôt et ça a vraiment été un kickstart pour démarrer le projet. Chose que aux États-Unis, donc qui ont beaucoup d'avantages, on a sûrement raison de mettre en avant leur culture entrepreneuriale, mais il y a quand même des inconvénients. Quand on a une dette étudiante qui a la particularité là-bas de ne pas être annulable,
c'est des choses qui ne sont pas vraiment de l'ordre de la liberté. On a ce type d'avantage avant même en fait les outils de l'écosystème. Donc il y a ça, il y a les outils de l'écosystème qui sont extrêmement forts et qui permettent sur le financement, sur la constitution de l'équipe, sur les locaux, sur le lien avec les experts, avec les futurs clients, avec les incubateurs, BPI, donc Wilco, effectivement, toutes les institutions, évidemment les universités, d'avancer beaucoup. Donc ça a vraiment joué un rôle très important. Le travail, on a parlé c'est effectivement, il faut avoir envie. Il y a ce côté effort, en fait, la dimension de l'effort qui est importante dans, je pense, la création de l'entreprise. Donc, si on n'a pas trop le goût de l'effort, il ne faut pas se lancer, je pense. Enfin, faut avoir le goût de l'effort pour le dire de manière plus positive. Et l'équipe qui est vraiment un élément super important, parce que l'argent et le travail peuvent compenser énormément de choses, mais l'équipe pas vraiment. Donc, Justement, c'est peut-être le fondement pour en ça. complément, en fait, comment tu as fait pour t'entourer, en fait, pour trouver l'équipe qui allait bien? En fait, moi, je dirais honnêtement, j'ai pas fait que des bons choix, et c'est probablement ce qui me manquait le plus en démarrant l'aventure, de pas être assez armé sur ce point de vue-là, de savoir qui recruter, comment recruter, par quel biais rencontrer les bonnes personnes, etc. Mais bon, petit à petit, par différents réseaux, mais finalement, c'est surtout le recrutement qui a permis de constituer l'équipe. Recrutement au sens classique, j'entends, c'est-à-dire mettre une offre d'embauche, et on a des gens qui ont pris des rôles plus importants petit à petit, puisque la société existe depuis 4 ans, on a quand même une certaine existence derrière nous. Donc pour nous, ça s'est plutôt fait, pour Astraveus, ça s'est plutôt fait dans ce sens-là, en fait. D'accord, merci. Paul, ton parcours? Parcours, donc effectivement, c'est un peu différent. Donc moi, à l'origine, je ne connaissais pas du tout le milieu de l'entrepreneuriat, l'entreprise, j'étais pas du tout orienté vers ça. Master recherche, 100% recherche. Et c'est au cours de mon doctorat que le projet s'y prêtait, et surtout que je me suis moi-même pris au jeu, en fait. Petit à petit, en fait, le projet a vraiment pris une dimension plus entrepreneuriat et qui se prêtait à la création d'une entreprise. Et je rejoins ce que disait Jérémy, c'est vraiment très important, c'est d'avoir pu s'entourer. C'est d'abord et avant tout, avant d'être une aventure financière ou un projet ou autre, c'est d'abord une aventure humaine. C'est vraiment des gens, c'est les personnes avec qui on va pouvoir s'entourer, avec qui j'ai pu m'entourer et avec qui je suis encore en travail aujourd'hui. Et c'est vraiment d'abord ça, quoi. On rejoint la question de il faut oser et ne pas avoir peur. Il faut aussi admettre que ça fait peur. En vrai, les débuts sont compliqués, c'est difficile. C'est très excitant, et c'est un espèce de jeu où quand on commence, on met le doigt dans l'engrenage. En fait, c'est quelque chose qui commence et qui est de plus en plus intéressant. Mais voilà, moi je reconnais, en tout cas, les débuts sont difficiles. On entend effectivement, il y a plein de structures qui sont mises en place. On voit la structuration via de l'Université de Paris, tout ça est très très prometteur. Et vraiment le résultat de beaucoup d'années d'expérience, c'est très bien. Je n'ai pas envie encore de comparer avec les Américains, parce que... Pas encore. C'est pas intéressant. Enfin, juste. Par contre, je suis très très fier et content. Quand on voit l'écosystème, et c'est pas juste des paroles histoire de je sais pas quoi. En fait, une fois qu'on commence à se prendre au jeu, une fois que humainement le projet commence à se ficeler, effectivement, la France est un pays qui se prête très très bien. Il y a beaucoup d'accompagnement, d'aide et de structures pour pouvoir vraiment lancer un projet, se faire suivre et accompagner. Et ça, c'est vraiment une grande richesse. C'est-à-dire que le début est toujours un peu laborieux, en tout cas pour le mien. Moi, j'ai créé qu'une entreprise. Et donc, du coup, c'est d'abord une aventure humaine, et c'est un chemin. C'est un chemin compliqué. Moi, je me suis retrouvé donc, à la fin de mon doctorat, est-ce que j'étais sérieux à vouloir créer une entreprise, etc. Ça a été une traversée du désert, hein, c'était compliqué. Et je ne sais pas, c'est peut-être qu'on abordera ça peut-être un peu plus tard, mais pour moi, il y a plus qu'un aspect de structure financière ou autre. La vraie difficulté, pour moi, elle est culturelle. C'est la segmentation que j'ai pu voir entre le milieu de la recherche académique pure et le milieu, qu'on va dire, donc industriel, économique et autres. Et il y a il y a vraiment 2 mondes de culture, et qui, voilà. Donc, je crois que ça fait la transition toute trouvée pour la prochaine question. Oui, du coup, François, je reviens vers toi. Tu l'expliquais en introduction, dans le cadre de Deep Tech Founders, vous accompagnez les chercheurs
dans le passage du statut de chercheur justement à celui d'entrepreneur, et au regard de l'expérience que vous avez maintenant sur tous les projets que vous avez commencé à accompagner et fini d'accompagner pour beaucoup d'entre eux, quels tips est-ce que tu pourrais donner aux chercheurs qui nous regardent aujourd'hui? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour un chercheur qui souhaite se lancer dans un projet entrepreneurial? Je pense notamment au rôle qu'il doit jouer lui, à la constitution d'équipe et comme tu le disais, au meilleur moyen de bien s'entourer dès le départ. Oui. En restant très terre à terre, des vrais tips and tricks. Moi, je dirais qu'il y a au moins 2 éléments. Le premier, c'est finalement, pour savoir un petit peu mieux ce qui va se passer, c'est d'apprendre de ceux qui l'ont déjà fait. Donc de continuer à regarder, au moins jusqu'à la fin de mon discours, la vidéo en cours, de regarder les autres, de regarder, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont mis en ligne par la BPI, de ces témoignages, parce que ces témoignages, en fait, même s'il n'y a pas un seul chemin qui est pertinent, qu'à chaque fois, il y a une spécificité qui fait que chaque projet va être différent, il y a quand même des témoignages qui permettent d'éviter un certain nombre d'erreurs, d'aller plus vite, de se dire « Ah bah ça, c'est exactement le même setup dans lequel je suis, ou les mêmes contraintes auxquelles je fais face, etc. » Et de gagner du temps, d'éviter de perdre de la ressource. Donc, c'est de suivre les RISE du CNRS, de suivre les programmes qui existent et qui reposent sur des partages d'expériences. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une deuxième phase de la génération Deep Tech, où on commence à avoir un nombre assez considérable d'entrepreneurs qui ont déjà fait 5, 10, 15 ans dans la Deep Tech et qui sont dans ce que les anglo-saxons appellent le give back et qui sont prêts à redonner en fait leurs expériences et à les partager avec les nouveaux entrepreneurs. C'est assez facile. Donc ça, c'est la première chose. Et je dirais la deuxième chose, parce que ça va vous aider derrière pour convaincre d'autres personnes de vous rejoindre dans le projet, pour y voir un peu plus clair, c'est finalement de faire une bibliographie un peu plus poussée que ce que vous faites d'habitude. C'est-à-dire de vous dire, voilà, quelle est ma vision de la technologie que j'ai développée ou de la preuve de concept et qui sont mes concurrents. Avec qui je vais me trouver confronté si je développe mon device, ma molécule, etc. et où ils en sont. Parce que derrière, vous allez pouvoir, en voyant, si vous voulez, les écueils potentiels, vous allez pouvoir en discuter avec votre embryon d'équipe, avec des investisseurs, voir mieux qu'est-ce qui va vous attendre dans les 3 ou 4 prochaines années. Voilà 2 conseils de base. Justement, pour reprendre le deuxième conseil, en fait, qu'est-ce que tu conseilles? C'est dès qu'on a une idée, dès qu'un chercheur a une idée de création d'entreprise, il faut tout de suite qu'il s'entoure, ou bien il reste... alors, c'est une fausse question. Mais, Je ne sais pas, mais ce qui est vrai et qui est finalement une chance dans la Deep Tech, c'est qu'on est sur le temps long. Et que ce temps long, on sait en fait d'expérience, moi je l'ai vu, on sait quasiment 2 ans avant la création d'une entreprise qu'on a envie d'y aller, qu'il y a sans doute un truc, mais comme la progressivité de la boucle d'expérience est longue, souvent ça va prendre 2 ans avant que la technologie se mature suffisamment pour pouvoir sortir du labo, créer la boîte, etc. Et donc ce temps long, qui est un peu paradoxal alors qu'il faut aller vite et développer les choses rapidement, permet de travailler en avance de phase. Et donc, ce n'est pas au moment de la création, c'est dans l'année qui précède ou dans les 2 ans qui précèdent qu'on se dit, allez, je le sens, peut-être il faut que j'approfondisse. Et donc, ces 2 ans sont en fait très précieuses, permettent aussi d'ajuster les dernières phases de développement. Les SAT se sont développés. Moi, préalablement à Deep Tech Founder, j'ai travaillé, j'ai même été préfigurateur d'Erganeo, donc je connais un petit peu l'écosystème des SAT. Et ce temps des SAT, des maturations, est un temps précieux pour affiner le projet, pour voir un petit peu les perspectives qui seront là plus tard. Moi, par rapport à ce que tu dis, j'ai
deux choses qui me viennent à l'esprit. Quand on constitue l'équipe, je pense qu'il faut... Enfin, ce que disait Paul est très vrai, je pense. Enfin, je dirais pas forcément de la peur, mais en tout cas, il y a vraiment cette dimension de solitude qui existe quand on lance le projet, surtout quand on prend le rôle de CEO, au moins pour le temps qu'on a ce rôle de CEO. Et en fait, c'est normal. On est dans son bateau, on a des gens qui communiquent avec nous, mais il y a une certaine dimension de solitude qui est juste intrinsèque, je pense, avec ce rôle-là, et qui n'est pas facile à gérer. Et je pense que c'est vraiment important, du coup, quand on constitue l'équipe, autant pour les recrutements que pour les associations, de ne pas chercher des gens parce qu'ils nous rassurent, mais vraiment de chercher des gens parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'ils sont essentiels pour le projet. Je ne sais pas si vous partagez cette impression-là, mais moi, c'est vraiment quelque chose que je tire de toute cette expérience jusqu'ici. Et je pense qu'avec cette idée, on aurait pu faire peut-être encore mieux. En tout cas, c'est très bien là où Enfin, je suis content de là où on est, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ouais, moi, je vois un peu ça comme... c'est presque comme planifier le braquage d'un casino. On ne va pas s'encombrer avec... Enfin, on ne prend pas des gens pour se rassurer. On prend des gens parce qu'ils ont vraiment les compétences, le réseau, quoi que ce soit, mais qui est indispensable au projet. Je pense que c'est une ligne directrice qui marche... qui apporte quelque chose dans cette réflexion aussi. Je reprends l'idée du braquage du casino et que je ressortirai à l'occasion. Juste peut-être pour faire réagir peut-être Amanda, en fait, on peut dire que tu commences à être une serial entrepreneuse en fait, avec 2 startups à ton actif. Comment tu réagis par rapport aux propos de Jérémy justement sur le fait de ce retour d'expérience, gagner en fait en maturité en fait au fur et à mesure? Là, je cite en fait l'exemple d'Evora en fait par rapport à ta première expérience Everzo, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as faites différemment ou peut-être plus vite? C'est vrai qu'une chose qui, je pense que c'est important de dire, c'est qu'il s'enrichit beaucoup, même quand on n'est pas au devant de la scène en tant que dirigeante, que c'est mon cas, je ne suis pas dirigeante. On s'enrichit beaucoup des échanges et de tout ce que les startups nous apportent. Donc, c'est une question d'entourage. Donc, et aussi, un point à souligner, c'est aussi l'équilibre à trouver entre les avancements de les startups et les avancements du laboratoire. Donc, c'est en fait un équilibre dynamique parce que ça varie aussi en fonction de comment les startups sont en train d'avancer. En tout cas, c'est très enrichissant. Toutes ces expériences, donc l'expérience Everzo et l'expérience Evora qui commence. Donc, je suis très contente et j'attends de voir ce que l'avenir nous réserve et je suis plutôt confiante par rapport à ça. Bien, merci. Là aussi, je vais rester sur toi, désolé. Juste une question complémentaire. Tu dis effectivement l'entourage est vraiment important. Comment aujourd'hui en fait est perçue en fait ton aventure entrepreneuriale au sein du labo ou auprès de tes confrères en fait chercheurs qui eux n'ont pas forcément cette même expérience? Est-ce que c'est un frein ou au contraire c'est une dynamique d'entraînement aujourd'hui? Je pense que ça intrigue. C'est vrai que c'est au laboratoire, c'était les 2 premières sociétés de laboratoire MSC. Je pense que ça aujourd'hui ça intrigue et ça tire un peu la curiosité en espérant que pour les prochaines étapes, ça aille au-delà d'attirer la curiosité, que ça incite aussi d'autres boîtes qui se créent au sein de laboratoires. François, tu souhaitais réagir? Oui, moi je dirais effectivement pour rebondir sur ce que tu dis et sur ce que je disais, qui est parler avec vos pairs qui l'ont déjà fait. Il y a aujourd'hui très très peu de labos et qui n'ont pas créé une start-up. Vous avez forcément dans votre entourage proche, dans votre labo, dans le labo qui travaille juste à côté de vous, un scientifique qui a participé à la création d'une start-up. Parlez-lui. C'est la première, je dirais, c'est la première étape du retour d'expérience pour dégrossir un peu votre projet de start-up. Et plus particulièrement pour les universités de Paris, moi, je pense qu'il n'y a quasiment plus de labos en sciences dures qui n'a pas créé une start-up dans les 7 à 8 dernières années. Donc, peut-être pas tout à fait, peut-être à Paris 7 un peu moins. Mais il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup désormais. Il y en a beaucoup. Juste faire réagir Martin, parce que Martin, encore une fois, tu es dans l'émergence du projet. Est-ce que c'est on parlait d'écosystème et du retour ou de la curiosité des pairs, en fait. Est-ce que toi, tu as ce type de retour par rapport au lead, en fait, ou à tes collègues, en fait, anciens chercheurs? Alors, je dirais que j'ai l'avantage d'avoir un peu 2 écosystèmes parce que du coup, j'ai le lead d'une part et puis j'ai aussi Essier Paris. À Essier Paris, effectivement, c'est alors qu'il soit aussi formalisé, c'est peut-être un des seuls.
Il y a au moins un autre exemple d'entreprise qui a un peu suivi le même cheminement à l'essier. Et du coup, ça a permis de discuter avec eux sur notamment les dispositifs, les ex-articles 25.1, 2, 3, etc., donc les concours scientifiques, etc., dont tu parlais tout à l'heure, François. Au LEED, donc le LEED, c'est un labo qui est jeune, il date de 2013. Il est interdisciplinaire, donc c'est un tiers de physiciens, un tiers de sciences humaines et sociales et un tiers de bio. Au-delà d'être récent, il mélange des cultures très différentes. Donc, pour l'instant, je pense qu'effectivement, on relève plus de la curiosité ou alors il n'y a pas une histoire de projet de start-up quelque part déjà dans le labo. Mais bon, c'est aussi parce que ça n'a pas été créé, même si voilà, on est soutenu aussi bien et avec de la communication autour du projet aussi également. Très bien, merci Martin. Juste une question en fait à destination de Jérémy. En préparant en fait notre table ronde, en fait, tu m'as dit quelque chose qui effectivement que j'ai vraiment noté, qui était ça peut être dur pour un thésard ou un doctorant de créer une entreprise, une deep tech, mais à l'inverse, ça peut être aussi dur en fait pour un entrepreneur classique de créer une deep tech, puisque c'est comme deux mondes en fait et avec des spécificités en fait. Est-ce que tu peux juste me présenter un peu cette chose-là? Oui, tout à fait. Je pense qu'on est d'accord là-dessus avec plusieurs personnes de la table ronde. Effectivement, enfin, à la fois, c'est sûr que ça demande énormément de choses qu'on n'a pas forcément dans le bagage de créer une entreprise, enfin qu'on n'a sûrement pas dans le bagage. Mais d'un autre côté, une deep tech, c'est effectivement une boîte qui s'inscrit dans le temps long. On n'est pas sur un projet de développement web, on n'est pas sur le lancement d'un produit où on a un cycle de R&D qui est long. Et ces choses-là ne sont pas forcément naturelles pour des gens qui, par exemple, ont une expérience très managériale par le passé dans un autre contexte. Donc, il peut y avoir un choc des cultures dans les deux sens, en fait, probablement. Et dans ce sens-là, un thésard, un chercheur qui devient CEO, peut avoir des forces. Personne n'est sûrement un CEO parfait, mais peut avoir des forces, comment dire, des compréhensions particulières, des atouts pour prendre ce rôle-là. Mais il faut sûrement en avoir l'envie. Enfin, il y a tous les autres points qui restent vrais. François ? Moi, je rajouterais effectivement, en rebondissant sur ce que tu dis et en l'explicitant autrement, en fait, quand on constitue une équipe dans la deep tech, c'est pas le commercial et le scientifique. C'est pas du tout la norme, en fait. Ça peut être deux scientifiques avec des compétences complémentaires, des envies de faire différentes. Et parce que le commercial, dans la deep tech, il n'y a pas de vente généralement avant 2, 3, 4 ans. Alors Eversome en fait un petit peu, mais c'est des ventes qui n'ont pas vocation à être les principales ventes. Donc le choc des cultures, il doit être évité autant que faire se peut. Et d'où j'imagine vos commentaires sur l'importance du choix des personnes. Il doit être évité aussi en évitant de prendre sans doute des profils trop peu expérimentés dans les domaines qui ne sont pas les domaines scientifiques, parce que ça demande, la deep tech demande des compétences de compréhension de la technologie, des savoir-faire dans la bio, en réglementaire, en industrialisation quand on n'est pas dans la bio. Et la sortie d'école, quand on n'est pas scientifique, pour la deep tech, c'est compliqué en fait. Donc sans doute que dans les conseils aussi de base, il faut rechercher, pas avoir peur de rechercher des personnes qui d'abord s'inscrivent sur le temps long, parce que le pas de temps est long dans la deep tech, et qui sont suffisamment expérimentés pour apporter vraiment quelque chose. Et j'aimerais bien rebondir là-dessus. Je pense que c'est sûrement un très bon commentaire. Je dirais par contre, attention, quand on cherche quelqu'un de plus expérimenté, de ne pas se mettre, comme on peut sortir d'école, comme on peut être thésard, comme moi j'ai été, de ne pas pour autant se mettre en situation d'infériorité. On apporte des choses différentes. Voilà, c'est une équipe, c'est complémentaire, mais c'est toujours important à nouveau, je pense surtout pour ceux qui prennent le rôle de CEO, de le garder en fait, tout simplement, de pas chercher une figure presque, j'ai envie de dire une figure paternelle, et d'avoir sa place dans l'équipe. D'ailleurs, même en étant CTO ou en ayant un autre rôle sûrement. Amanda.
Et juste pour rebondir aussi sur ce point-là, donc je pense que le rôle de chercheur, ça revient un peu vraiment le cœur de la discussion, il est encore plus important quand le dirigeant de la société n'est pas un chercheur. Donc on voit ça dans le cas de Evora. Donc Adrien Lanvin, c'est vraiment quelqu'un business. Et donc le rôle de chercheur, d'accompagner l'aventure quand on parle d'un dirigeant, c'est très important d'avoir des gens comme ça qui s'intéressent au deep tech et au SPAC aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'est approprié de projets et qui en parle très bien, qui défend très bien le projet. Mais le rôle de chercheur, inventeur, il est encore le plus important dans ces cas de figure-là. Et donc, c'est juste pour dire que c'est aussi possible. Et ça, c'est juste qu'il faut travailler autrement. Mais ce sont des aventures qui sont envisageables. Très bien, merci à tous pour vos témoignages. On l'aura compris à travers tous vos discours. Le rôle du chercheur au sein d'un projet entrepreneurial peut être multiple et doit avant tout correspondre à ses aspirations profondes. Aujourd'hui, plusieurs dispositifs permettent aux chercheurs de se former d'une part, de trouver les bons profils pour compléter l'équipe fondatrice et de pouvoir consacrer du temps au projet entrepreneurial qui vise à valoriser sa technologie. L'écosystème est de plus en plus riche et les dispositifs sont de plus en plus incitatifs. François en parlait avec notamment les nouvelles dispositions de la loi Pacte qui favorisent vraiment le transfert qui donne vraiment des conditions les plus favorables possibles aux chercheurs pour pouvoir valoriser leur technologie par le biais de création de start-up. Donc je crois qu'une des choses qu'il faudra retenir de cette table ronde, c'est qu'il ne faut pas hésiter à bien s'entourer dès le départ pour lancer son projet entrepreneurial dans les meilleures conditions. Et alors, en guise de petite transition, au-delà de l'équipe, un autre élément fondamental pour le succès d'une start-up, c'est d'une start-up deep tech et d'une start-up en général, mais on se concentre ici sur les start-up deep tech aujourd'hui, c'est sa capacité à trouver son marché et à rendre son modèle viable. Et c'est ce que vous allez voir dans le troisième workshop. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.